Donc c'est pour ça qu'on a porté plainte pour blessure involontaire et tromperie aggravée, pour lever la loi du silence sur ce sujet et puis mettre la pression sur la RATP pour qu'elle mette en place les investissements qui améliorent les choses. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à ces sujets-là, sur la qualité de l'air? Alors, en fait, il y avait eu les pics de pollution en 2014-2015 à Paris qui avaient fait beaucoup de bruit, enfin pas que du bruit d'ailleurs, ils étaient même visibles parce qu'on ne voyait plus la Tour Eiffel. C'est la première fois d'ailleurs que moi je constatais ça. Et ça a commencé par des actions qui ont été en fait très visibles, très médiatiques, et c'est comme ça que le sujet a été poussé. Quelles sont ces actions? Mais par exemple, il y a eu la carte des rues aux écoles à Paris. C'était en 2019, c'est la première fois qu'on avait une carte des rues aux écoles où on pouvait voir le niveau de pollution aux abords de l'école de ses enfants. Plus de l'ordre du réglementaire, par exemple, on a attaqué le gouvernement auprès du Conseil d'État sur le contrôle technique des deux roues motorisés, parce qu'il n'était pas appliqué par le gouvernement, alors que c'était une directive européenne. Et on a obtenu gain de cause, bon, c'est toujours pas fini, mais voilà, ça fait aussi partie un peu de l'éventail des actions de Respire. La première des choses à faire, c'est l'aération. Il faut aérer. Après, il y a des salles où parfois on peut pas, parfois on est en sous-sol, et donc là, éventuellement, ça peut être intéressant de mettre un purificateur d'air, mais le purificateur d'air, c'est un complément. C'est pas parce qu'on met un purificateur d'air que tout d'un coup tout va bien. Bonjour et bienvenue sur un nouveau podcast sur la chaîne Parler Partager. Aujourd'hui, nous sommes avec Tony. Salut Tony. Salut. Ça va? Oui, toi? Ça va super. ça va super parce que tu es là avec l'association Respire. On va en parler, mais avant, qui es-tu Tony? Alors moi, donc Tony Rinucci, je suis le directeur de l'association Respire. J'ai 32 ans, j'habite à Joinville-le-Pont et je suis investi sur les questions de qualité de l'air depuis assez récemment. J'ai commencé plus pendant mes études, donc vers 2017-2018, je faisais ma thèse professionnelle sur la qualité de l'air quand j'étais en master spécialisé à l'ENA. Et après, j'ai cherché un peu le débouché professionnel pour vraiment travailler sur ce sujet, trouver plus de sens dans ma carrière, la fameuse crise un peu professionnelle de la trentaine, on cherche du sens. Donc je l'ai connue aussi en post-Covid comme tout le monde. Et maintenant, je suis très heureux de travailler dans l'associatif avec les ONG sur des sujets qui font avancer la société et qui ont une dimension de santé publique. Avant de passer à l'association, toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à ces sujets-là, sur la qualité de l'air? Alors, en fait, il y avait eu les pics de pollution en 2014-2015 à Paris qui avaient fait beaucoup de bruit, enfin pas que du bruit d'ailleurs, ils étaient même visibles parce qu'on ne voyait plus la Tour Eiffel. C'est la première fois d'ailleurs que moi je constatais ça. Et j'ai vu aussi la pagaille aussi que ça avait entraîné, l'incompréhension, les questions aussi que ça posait auprès notamment de la population, des décideurs publics, parce qu'il y avait des conséquences sanitaires. Est-ce qu'on circule moins? Est-ce qu'on interdit certaines voitures de circuler, etc. Et finalement, on n'arrivait pas trop à trouver des solutions pérennes. Et donc là, j'ai senti qu'il y avait un réel besoin aussi en France, auprès des gouvernants, auprès même de la population, déjà de mieux comprendre, d'être mieux informés, et puis aussi de trouver des solutions pour faire avancer cette cause qui est avant tout une cause sanitaire. Et donc c'est arrivé à ce moment-là, moi j'étais en train de reprendre mes études en parallèle de mon travail, parce que je travaillais chez Sopra Steria, j'étais consultant dans le secteur public. Et je commençais déjà un petit peu à me dire, bon, le conseil, c'est bien, mais j'en ferai pas toute ma vie. Donc j'avais besoin aussi d'avoir plus de sens. Voilà. Et puis moi, je suis quelqu'un d'engagé, j'ai besoin d'avoir de l'engagement dans mon travail. Je suis aussi engagé un peu politiquement, localement, chez moi, à Joinville-le-Pont. Donc je pense que ça correspondait à une aspiration aussi de ce moment-là. Et du coup, l'association Respire, qu'est-ce que c'est? Alors, Respire, c'est l'Association nationale pour l'amélioration de la qualité de l'air. Ça existe depuis 2011, ça a été fondé par un groupe de citoyens, de cyclistes qui vraiment voulaient sensibiliser autour de cette question. Et ça a commencé par des actions qui ont été en fait très visibles, très médiatiques, et c'est comme ça que le sujet a été poussé. Quelles sont ces actions? Mais par exemple, il y a eu la carte des rues aux écoles à Paris. C'était en 2019, c'est la première fois qu'on avait une carte des rues aux écoles où on pouvait voir le niveau de pollution aux abords de l'école de ses enfants. Il y a eu la plainte aussi, alors, avant que ce soit une plainte, il y a eu les rapports sur la pollution de l'air au sein des enceintes ferroviaires de la RATP, par exemple. C'est la première fois qu'on avait des rapports qui sortaient sur ce sujet-là. De toute façon, on va revenir en détail tout à l'heure. Exactement. Et puis aussi les capteurs citoyens. On était la première association, je pense, à proposer des capteurs citoyens. Alors, on était un peu victime de notre succès, on a beaucoup de retard dans les livraisons, mais de pouvoir permettre aux gens de constater, de réaliser, de prendre conscience de cet enjeu de la qualité de l'air.
Et du coup, en dehors de ces actions-là, que fait l'association? Alors, il y a une partie études. On travaille beaucoup avec des scientifiques, avec différentes ou organisations ou autres ONG ou organismes. Donc avec des rapports aussi. On a fait des expérimentations, par exemple sur les purificateurs d'air et leurs résultats en termes de qualité de l'air. Là, on travaille sur un livre blanc sur la zone à faible émission, dont on parle beaucoup dans l'actualité en ce moment. Donc beaucoup de travaux comme ça, d'études, où on travaille notamment avec des scientifiques, avec des professionnels. Donc on travaille un peu de recherche, si on peut dire ça comme ça. Il y a aussi des actions plus de mobilisation, plus terrain. Alors, c'est pas le cœur de Respire, c'est pas l'essence de notre action, à la différence peut-être d'autres associations, d'autres mouvements. Mais ceci dit, on l'a fait même là encore récemment, on fait une mobilisation annuelle pour ce qu'on appelle les rues aux écoles. Le fait de couper le trafic et de la circulation automobile aux abords des écoles pour protéger les enfants des conséquences de la pollution de l'air. Donc, on fait aussi ce type de mobilisation. Et puis après aussi des actions juridiques et des actions, on va dire même d'affaires publiques, de lobbying auprès des pouvoirs publics, des députés, des ministres. On les rencontre, on les sensibilise. On leur dit que ça ce serait mieux de faire avancer dans la loi parce que ça fera avancer les choses positivement, etc. Donc pas mal aussi d'auditions parlementaires, de rendez-vous, de rencontres, de groupes de travail au niveau du ministère, au niveau des parlementaires et les actions juridiques. Alors certes, la RATP aussi des actions parfois plus de l'ordre du réglementaire. Par exemple, on a attaqué le gouvernement auprès du Conseil d'État sur le contrôle technique des 2 roues motorisées, parce qu'il n'était pas appliqué par le gouvernement, alors que c'était une directive européenne. Et on a obtenu gain de cause. Bon, c'est toujours pas fini, mais voilà, ça fait aussi partie un peu de l'éventail des actions de Respire. D'accord. Et beaucoup plus au local, est-ce que vous touchez les personnes? Est-ce que les personnes, déjà, le citoyen lambda est beaucoup plus intéressé sur les questionnements de la qualité d'air par rapport à, par exemple, 10 ans? Ou est-ce qu'il y a toujours un problème à ce niveau-là? Non, beaucoup plus qu'avant. C'est beaucoup mieux. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, même autour de moi, ça avait quand même peu d'écho. Alors, il y avait eu les pics de pollution, donc ça faisait plus réagir. Je pense que d'ailleurs, ça a été finalement bénéfique en termes de prise de conscience aussi auprès de l'opinion. Mais il y avait beaucoup moins d'écho, ça sensibilisait moins, et je pense aussi parmi les décideurs publics. Et puis après, il y a eu quand même des phases, notamment le Covid. Le Covid, où là, on a parlé énormément de qualité de l'air intérieur, parce qu'on sait aussi qu'il y a un lien entre pollution de l'air, entre pic de pollution et infection, en tout cas aux maladies respiratoires, dont le Covid-19. Donc ça a finalement beaucoup aidé, je dirais, la cause. Bon, les gens se sont rués sur les purificateurs d'air, c'était peut-être pas forcément l'idée de départ, mais en tout cas, ça a permis de sensibiliser sur ce sujet. Est-ce que ça fonctionne vraiment, les purificateurs d'air? Parce que vous avez fait du coup une analyse. On a fait 2. On avait fait une dans le 9e arrondissement de Paris, dans 2 salles de classe, et à Saint-Ouen également, dans une école primaire, dans 2 salles de classe aussi. Donc oui, il y a des résultats sur la qualité de l'air. Un purificateur d'air, ça fait baisser les concentrations de polluants. Après, il faut savoir bien l'utiliser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre le purificateur d'air en marche quand on a une fenêtre ouverte, ça ne sert à rien. Il faut bien jongler entre les modes, il y a de la maintenance, il faut l'entretenir. Bon, je pense qu'il y a eu aussi un business qui s'est créé. Et puis, la première des choses à faire, c'est l'aération. Il faut aérer. Après, il y a des salles où parfois on ne peut pas, parfois on est en sous-sol. Et donc là, éventuellement, ça peut être intéressant de mettre un purificateur d'air. Mais le purificateur d'air, c'est un complément. C'est pas parce qu'on met un purificateur d'air que tout d'un coup, tout va bien. En gros, pour revenir sur le local, en gros, avec les personnes, est-ce que vous avez des actions de sensibilisation ou autres avec le citoyen lambda comme... Alors, je dirais oui et non. C'est-à-dire qu'on a des actions parce qu'on fait des mobilisations, ça a été le cas sur les rues aux écoles, donc on travaille beaucoup avec les parents d'élèves qui eux-mêmes sur place ont des groupes locaux de parents, et puis il y a les enfants, et donc ça nous a permis de faire des blocages de rue où ils dessinaient sur la route, ils faisaient du vélo, il y avait de la musique, et on faisait des animations, des jeux. Donc ça aide pour se rendre compte vraiment de ce que serait une rue où les voitures ne passent plus. Après, on est beaucoup moins sur l'aspect, je dirais, formation et dans des écoles, etc. On l'a fait, mais c'est pas le gros de notre action. Voilà. Et il y a d'autres associations qui font ça très bien. Et si on devait revenir sur la RATP, quelle est cette action-là? Alors déjà, il faut comprendre le contexte, d'où ça vient. On a fait 3 rapports, 2019, 2021, 2022. Ce qu'on voit avec les campagnes de mesures qu'on a faites, notamment en 2019 et 2021, c'est que l'air extérieur, dans les 10 stations qu'on a mesurées, était plus pollué. L'air intérieur était plus pollué que l'air extérieur.
Donc ça nous a interrogés. Et on voyait aussi une forte présence de particules ultra fines, les PM1. Il faut savoir que les particules fines, ultra fines, elles sont dangereuses, très dangereuses pour la santé parce qu'elles pénètrent plus facilement dans notre organisme. Donc suite à ces rapports, 2019 et 2021, en fait, on constate qu'il y a une espèce d'omerta de la part de la RATP, à la fois qui n'est pas transparente vis-à-vis des usagers à ce sujet, et en même temps qui ne met pas en place les investissements nécessaires pour améliorer la situation. Donc on laisse pourrir cette situation qui en fait était connue depuis des dizaines, vingtaines d'années. Donc c'est pour ça qu'on a porté plainte pour blessure involontaire et tromperie aggravée, pour lever la loi du silence sur ce sujet et puis mettre la pression sur la RATP pour qu'elle mette en place les investissements qui améliorent les choses. Et la suite, ça en est... Alors cette plainte, on l'a déposée en 2021. On a fait du coup un troisième rapport aussi en 2022, cette fois aux abords des bouches d'aération qui sont sur l'espace public, les sortes de grilles là, qu'on a qui renvoient de l'air chaud. Donc ne jamais jouer au-dessus, tout le monde le fait, mais c'est vraiment pas bon. Ça recrache des tas de particules fines aussi. Donc ça confirmait encore une fois ce qu'on avait mesuré. Et donc là, au mois de mars dernier, le parquet de Paris a ouvert une enquête suite à notre plainte. Et donc maintenant, il y a une enquête en cours auprès de l'OCLAESP, donc c'est l'office qui lutte en gros contre les atteintes à l'environnement. C'est une brigade de police spécialisée qui enquête en ce moment. Et maintenant, ce qu'on espère, c'est l'ouverture d'une instruction. On l'espère aussi, pour que ça bouge, quoi. Exactement. J'espère que ça va bouger, Tony. Et est-ce que je te propose un café ? Oui. En fait, il préfère le thé, c'est pour ça. Mais on va quand même passer à la minute café. C'est la minute café. Voici ton thé, Tony. Merci. Pour moi, ça sera un café. Du coup, la deuxième partie, c'est une partie un peu plus où on essaye de connaître les personnes qui sont actives dans ces assauts, dans ces actions à impact. Du coup, Tony, quel est ton film préféré ? Alors, il faut savoir que je vais peu au cinéma. Malgré moi, en fait, j'y vais quand on me propose, mais j'y vais pas souvent. Donc, j'ai pas spécialement de film préféré. Après, il y a des films qui m'ont marqué. J'avoue que j'ai beaucoup aimé Titanic. Et le dernier que j'ai vu, c'était celui sur les tirailleurs sénégalais avec Omar Sy. Donc, en plus, j'oublie les titres des films. Mais celui-là, je l'ai bien aimé parce que, en plus, il a une dimension un peu aussi personnelle. Moi aussi, mon arrière-grand-père n'était pas sénégalais, il était camerounais. Il a aussi fait la guerre pour la France. Donc, je trouvais que c'était bien et instructif qu'un film raconte ça, parce que je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui le sache. Alors, tirailleurs sénégalais, on entend peut-être un peu parler en cours d'histoire, mais il n'y a pas tant de monde que ça qui est sensibilisé. Voilà. Et là, mine de rien, on montre aussi comment est-ce qu'on va les arracher dans leur cadre de vie, dans leur village, dans leur famille. Des gens qui parfois n'avaient rien demandé, qui se retrouvent à faire la guerre pour la France. Et on sait en plus derrière comment ça a été aussi compliqué de faire reconnaître ça, de faire reconnaître aussi leurs droits, y compris à rentrer dans leur propre pays jusqu'à récemment. Et donc pour ça déjà, je trouve que c'était important qu'il y ait ce message-là, qui a aussi d'ailleurs, je pense, une dimension politique importante et historique. C'est surtout toute la polémique que ça a fait à la sortie du film, quoi. Oui, alors bon, c'était lié aussi à des propos qu'avait tenus Omar Sy, mais moi personnellement, j'ai pas compris cette polémique. De toute façon, ce genre de polémique, on n'en comprend jamais pourquoi. Je le soutiens. Quelle est ta musique préférée ? Ma musique préférée, moi j'aime beaucoup le R&B, j'aime beaucoup les chanteurs à voix et j'aime beaucoup la musique américaine. Donc c'est vrai que je ne suis pas très franco-français sur ça. Donc je suis très Bruno Mars, John Legend, Michael Jackson. Voilà, c'est un peu mes références et j'aime tout ce qu'ils font. Super. Quel est ton livre préféré ? Alors, ceux qui m'ont le plus marqué, étonnamment, c'est ceux que j'ai lus quand j'étais vraiment petit. Et j'étais un très très grand fan de la Comtesse de Ségur. Et j'ai l'impression que c'est des livres qui m'ont éduqué. Déjà, j'ai lu toute la collection, j'étais vraiment hyper fan. Et je sais pas, c'est des livres qui ont accompagné mon enfance. J'en discutais énormément avec ma mère, je me souviens. J'ai l'impression que c'est des livres qui m'ont appris aussi un peu la vie d'une certaine façon, qui m'ont éduqué, qui m'ont appris les bonnes manières. Enfin, avec des morales, avec qui m'ont amené à me poser beaucoup de questions. Et c'est les livres qui m'ont le plus marqué. Bon, maintenant, j'ai un peu changé de registre. J'ai plus de livres sur l'écologie ou des articles de presse quand j'ai le temps d'en lire. Mais ceux qui m'ont le plus marqué, c'est ceux que j'ai lus quand j'étais petit, étonnamment. Ou sinon,
Je pense à un livre de Dostoïevski, Crime et Châtiment, où il y a une scène de crime qui est juste, mais décrite d'une façon effroyable et en même temps tellement réaliste que j'ai l'impression d'y être. Et ça m'avait marqué aussi. Tu peux boire du thé. Ouais, j'étais en train de dire, ça fait très littérature russe, parce qu'il était quand même russe, lui aussi. Bon. Du coup, est-ce qu'il y a une personnalité, un créateur de contenu qui t'inspire ou que les actions t'intéressent? Alors, je vais en citer un parce qu'on a travaillé avec lui récemment, c'est Vintage Tran. Donc Vintage Tran qui, alors je sais pas si on appelle ça un yamakasi, en tout cas c'est une personne qui monte en haut des immeubles, qui saute d'un immeuble à un autre. Alors bon, de base c'est pas forcément le genre de contenu que je regarde le plus parce que j'ai le vertige. Voilà. Donc quand je regarde ces TikTok, je n'arrive pas à les regarder en entier, pour être tout à fait honnête. Mais on a travaillé avec lui notamment sur cette question de la RATP, sur les fausses façades dans Paris qui cachent en fait des cheminées. Il y a eu un reportage brut qui a fait énormément de vues là-dessus, donc on était dessus. Et il nous a aidé à aller faire des mesures au sein des cheminées. Donc il est quand même monté, il est vraiment passé par des tout petits couloirs. Il a fait ses vidéos et il était vraiment content d'avoir accompagné cette cause. J'ai senti que ça lui faisait plaisir de le faire. Donc voilà, je préfère lui rendre hommage à lui. Super. Du coup, une dernière question. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner aux personnes qui écoutent ou qui regardent ce podcast-là? Oui, je ne sais pas exactement qui est l'audience, mais en tout cas, ceux qui, je pense un peu comme moi finalement, sont jeunes, enfin à l'époque où je l'étais et que je me posais ces types de questions, qui sont jeunes et qui ont envie aussi de, je pense, réussir, notamment professionnellement, de s'accomplir, d'avoir des responsabilités, de peut-être aussi d'être dans une forme un peu de lumière, il n'y a pas de mal à ça. Je pense qu'il faut jamais lâcher, il faut vraiment ne pas hésiter à s'imposer. Moi j'ai l'impression que pendant longtemps, j'avais des espèces de barrières du fait que j'avais peut-être pas certains réseaux, je venais peut-être pas aussi de certains milieux. Sans entrer dans un storytelling non plus, mais bon, moi j'ai grandi en HLM. Aujourd'hui, je côtoie des gens qui, eux, viennent de milieux ou peut-être plus favorisés au départ, et tant mieux pour eux. Mais finalement, quand on s'accroche, quand on baisse pas ses exigences sur ce qu'on cherche, on finit par y arriver. Alors ça peut être long, c'est dur, et puis parfois c'est aussi une question de chance et de rencontre, et ça l'a été aussi pour moi, et de travail bien sûr, mais j'ai l'impression que j'ai jamais vraiment lâché cet objectif de me dire j'ai envie de faire un métier un peu à impact et qui a un impact sur la société, qui fait bouger les choses, qui fait évoluer les choses, qui fait évoluer les mentalités, les politiques, les décideurs. Je dis pas que je suis parfaitement accompli, mais j'ai le sentiment de m'en approcher. Et j'ai jamais vraiment lâché cette idée de ma tête, quand bien même certains me diront toujours, mais enfin tu rêves, c'est pas possible, non, tu n'y arriveras pas. Et ça, je pense que c'est important d'avoir cette opiniâtreté, cette abnégation. Et j'espère que d'autres entendront ce message et l'auront aussi. J'espère, parce que c'est grâce à ça que les personnes passent à l'action et que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir changer et faire avancer les choses, quoi. Exactement, mais changeons les choses. C'est ça, voilà. En respirant. En respirant mieux. Tony, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et je vous remercie vous aussi d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici ou écouté le podcast jusqu'ici. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait, likez la vidéo ou le podcast sur les différentes applications de podcast, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast ou Spotify. Et n'oubliez pas, en parler c'est partager, et c'est en partageant qu'on en parle. À plus. En parler c'est partager, et c'est en partageant qu'on en parle.